le régime qu'on a connu, à mon avis, est en train de disparaître pour de bon. On a un nouveau régime qui est en train d'éclore et dont on ne connaît pas, vous avez raison, totalement le visage. Oui, oui. Voilà, est-ce que ce sera Il est encore un en train de populisme se libertarien, un dessiner. Oui. populisme conservateur? Oui. C'est encore en train de se dessiner sous nos yeux, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont dominé la vie économique, la vie politique, la vie médiatique pendant ces 30 dernières années ont perdu sans doute pour de bon. Les circonstances de l'arrivée au pouvoir des populistes aujourd'hui sont radicalement différentes de celles des années 30. S'ils ont été portés par la crise économique et sociale, ces derniers ne se sont pas imposés par la force, mais ont été élus de manière parfaitement démocratique. Par ailleurs, ils se sont heurtés à la résistance constante de l'establishment, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la décennie 1930. Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié en 2019 Recomposition, le nouveau monde populiste aux éditions du Cerf. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Cette citation, parce que je n'en pouvais plus des comparaisons absurdes avec les années 30 et je n'en pouvais plus non plus de la mise en accusation du nationalisme dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que je crois que le nationalisme, c'est précisément l'idéologie qui a permis de résister au totalitarisme. En réalité, les mouvements qui ont causé la Seconde Guerre mondiale ne sont pas des mouvements nationalistes, ce sont des mouvements totalitaires. Le nazisme est un mouvement impérialiste, c'est le Troisième Reich, c'est une idéologie totalitaire, et c'est la même chose pour l'idéologie soviétique. Par ailleurs, effectivement, pour ce qui est des soviétiques, c'est une minorité qui prend le pouvoir par la force. Pour ce qui est d'Hitler, on entend souvent qu'il a gagné par les urnes, c'est pas tout à fait vrai. Il est arrivé en tête dans des élections législatives où il y avait une proportionnelle intégrale et il a été appelé comme chancelier. Ils auraient très bien pu faire d'autres coalitions. Donc les élites ont consenti à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et j'en ai oublié un troisième qui est Mussolini, troisième idéologie totalitaire, le fascisme, et Mussolini qui certes il y a la marche, il y a la marche sur Rome, donc c'est une prise, c'est par la force également, mais aussi avec le consentement des élites italiennes qui là ont peur, craignent l'arrivée du communisme. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte, on n'est pas du tout face à des gens qui défendent l'État-nation. Ils ont un projet beaucoup plus vaste. Ceux qui défendent l'État-nation, c'est plutôt Churchill et De Gaulle. Donc les idéologies qui ont résisté sont précisément des idéologies nationalistes ou patriotes. Je ne sais pas comment il faut les définir. Et en tout cas, tout ça n'est pas arrivé par les urnes au terme de débats et avec justement l'opposition de tout l'establishment à ces régimes-là. Donc les choses sont totalement différentes des années 30. Les partis populistes sont en rien, si vous voulez, comparables au mouvement fasciste, au mouvement nazi ou au mouvement communiste. En revanche, il y a une comparaison malgré tout avec les années 30, c'est effectivement le climat, quoi. Le climat de défiance à l'égard des élites, d'effondrement des élites. Enfin, on pense au livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, un contexte de crise économique, d'obsession sur la question de la dette, notamment en Allemagne. Donc il y a tout de même des points communs, mais pas forcément là où on les attend. Et en tout cas, la mise en cause des populistes me paraît pas pertinente parce que c'est en rien comparable avec des mouvements très idéologiques en plus. Le populisme, on en reparlera, est une idéologie un peu plus floue, plus difficile à définir et donc beaucoup moins construite que les mouvements qui ont détruit l'Europe durant cette période. On a reçu ici justement Charles Sapin qui a publié récemment un ouvrage et on
on parlait du fait que le populisme est parfois défini comme une idéologie fine et pas une idéologie épaisse. Et c'est peut-être en effet une distinction importante avec le totalitarisme dans lequel on pourrait écrire Mm. des thèses entières pour essayer de définir ce isme un peu épais, tandis que Mm. le isme du populisme est parfois décrit comme étant quasiment un style de campagne, une définition entre un eux et un nous, le peuple face aux élites, souvent porté par un leader charismatique, mais en dehors de ça, on arrive vite, je trouve, à quelque chose, vous le dites vous-même, est-ce que c'est pas finalement simplement des partis qui s'adaptent à une demande électorale sans qu'il y ait nécessairement de grande cohérence ou de structuration C'est idéologique? en tout cas la thèse de mon livre, oui, Recomposition, le nouveau monde populiste. On peut dire qu'il y a un style populiste, vous l'avez dit, souvent un leader charismatique, une certaine méfiance à l'égard des corps intermédiaires, Oui. un attrait pour une forme de démocratie directe, et encore, on est dans l'utilisation de référendums, on n'est pas dans une démocratie purement directe, il y a quand même un système parlementaire. Mais il y a cette logique de l'homme fort, il y a cette logique du style souvent politiquement incorrect, instaurant un dialogue avec les peuples, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Enfin, je le dis aussi dans le livre que Bonaparte, d'une certaine manière, est un des premiers populistes. De Gaulle est un populiste haut de gamme, mais il a ce réflexe-là. Il disait il n'y a qu'une seule cour suprême, c'est le peuple. Il se méfiait lui aussi des corps intermédiaires. Donc on peut le définir effectivement par ce style. Et après, moi je crois, et c'est la thèse du livre, que c'est surtout un symptôme de l'époque et une réponse à un certain nombre de questions auxquelles les partis traditionnels ne parvenaient plus à répondre. La tentative justement de répondre aux aspirations du peuple, que ce soit, je dirais, le peuple civique qui se sent dépossédé sur le plan démocratique. On le voit en ce moment aux États-Unis, où il y a un poids très important de la technostructure, des juges. Ça a été un des combats de Donald Trump, mais on le voit aussi en Europe avec ce même problème de gouvernement des juges, mais aussi avec la technostructure non seulement de chaque pays européen, mais aussi la technostructure européenne. Donc il y a ce sentiment de dépossession du peuple civique, et ça, je pense que le populisme tente, les différents leaders populistes tentent d'y répondre, chacun à leur manière. Il y a une dépossession culturelle, c'est pour ça que je parlais de peuple culturel. Je crois que les populistes ont une définition civique du peuple, mais c'est un peuple qui n'est pas, qui est aussi uni par une même culture, des mœurs, des valeurs, et effectivement, les peuples se sentent de plus en plus attaqués dans leur patrimoine, dans leur héritage culturel. Il y a ce sentiment d'insécurité culturelle bien décrit par Christophe Guilluy, et les populistes les leaders populistes essayent d'y répondre en ayant chacun à leur manière pris à bras le corps la question de l'immigration, la question de l'intégration, la question de la montée en puissance de l'islamisme dans nos sociétés. Et enfin, ils tentent également de répondre au peuple, si on prend le peuple comme les classes populaires, parce que la troisième dépossession qui marque l'époque, c'est effectivement la dépossession économique avec des classes moyennes qui tentent à se paupériser en Europe, qui observent que leurs enfants vivront moins bien qu'elles-mêmes. On sait que l'espérance de vie, par exemple, des classes populaires blanches américaines a diminué. Donc ça, c'est un marqueur important. Et donc, ils essayent aussi de répondre à cette problématique-là, chacun à leur manière, en s'emparant par exemple du thème de la désindustrialisation, ce que Trump a fait beaucoup, notamment lors de sa première élection, le thème de la production sur le plan national, des délocalisations. Donc je dirais, voilà, les populistes sont une réaction à un triple sentiment de dépossession des peuples, démocratique, culturel, économique, et un triple sentiment de dépossession qui est lié aussi à une mondialisation qui devait être heureuse et qui a été malheureuse. Je crois que c'est le populisme, ça vient après
3 décennies d'excès de la mondialisation. En 89, c'est le point avec la chute du mur de Berlin, c'est l'apogée, je dirais, des élites qui nous ont dirigés jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des élites technocratiques, ayant renoncé au rapport de force, pensant que l'histoire n'est pas tragique et qui croyaient un peu à ce fantasme de paix universelle, de multiculturalisme heureux, que le marché, le droit et la technocratie suffisaient finalement et qu'il n'y avait plus de vrais débats politiques. On était dominé par cette idéologie-là, par en tout cas une classe politique qui voyait le monde de cette manière jusque, je dirais, aux années 2015. Depuis 2015, depuis le Brexit, qui est peut-être le premier vrai tournant populiste dans les démocraties occidentales, on voit qu'il y a un réveil des peuples. Parce qu'au bout de 3 ou 4 décennies de cette mondialisation-là, le constat, justement, est un constat de dépossession. Et comme les élites en place ne voulaient pas souvent même faire ce constat, entendre ce diagnostic et encore moins y apporter des réponses, on a une nouvelle classe politique en train de naître, tout simplement, et qu'on a appelé populiste parce que c'était aussi un moyen de les disqualifier pour leurs adversaires. C'est là encore, on retombe sur une définition assez floue. Le mot fasciste était un peu trop grotesque, donc on a trouvé le mot populiste. Et en plus, ça traduit quelque chose, parce que dans ce monde que j'ai décrit avec des élites mondialistes, les élites mondialistes ont quand même une méfiance justement par rapport au peuple. Donc le terme populiste traduit aussi leur méfiance, voire leur mépris des peuples, parce qu'il y a justement, et ça recolle avec la première question que vous m'avez posée avec les années 30, les élites qui nous ont dirigés sont obsédées par la Seconde Guerre mondiale, par les années 30, avec la croyance fausse, à mon avis, que ce sont les peuples qui ont fauté à ce moment-là, puisqu'ils auraient élu des dictateurs. J'ai montré que c'était plus compliqué que ça. Ils auraient porté au pouvoir des idéologies totalitaires, et donc il faudrait se méfier des peuples. En fait, c'est ça l'idée, et mettre un maximum de garde-fous, notamment en passant par les juges, par effectivement tout un certain nombre d'institutions non élues qui n'existaient pas d'ailleurs dans la définition classique de la démocratie. Sur ce point, justement, j'ai été très frappé par la façon dont la démocratie m'avait été enseignée en cours de sciences politiques. C'est-à-dire que la partie par le peuple, pour le peuple, etc., est désormais traitée dans les cours de sciences politiques comme une partie relativement secondaire, voire facultative, de ce qu'est la démocratie. Et la partie qui est traitée comme étant essentielle et principale, c'est la question des droits individuels, la garantie des droits individuels et de l'expansion des droits individuels. C'est-à-dire que démocratie libérale est devenue dans l'esprit de beaucoup non seulement tautologique, mais la partie libérale arrive avant la partie démocratique. Avant la partie démocratique. Oui, moi je crois qu'il y a toujours eu une tension dans les démocraties entre le libéralisme, la protection des individus et la souveraineté du peuple. Et effectivement, il n'est pas souhaitable non plus qu'il y ait une tyrannie de la majorité. D'ailleurs, c'est ce que craignait Tocqueville dans son célèbre livre de la démocratie en Amérique. Il mettait en garde contre cette tyrannie de la majorité. Or, on n'observe pas vraiment une tyrannie de la majorité, on observe plutôt une tyrannie des minorités aujourd'hui et des contre-pouvoirs qui sont devenus un peu le pouvoir face à la souveraineté populaire. Et là, on en revient toujours effectivement à la Seconde Guerre mondiale, puisque les démocraties libérales se sont vraiment dotées de nouvelles institutions, notamment de l'équivalent de Cour suprême, de Conseil constitutionnel, après la Seconde Guerre mondiale, avec justement cette idée-là que finalement Hitler avait été porté au pouvoir par le peuple, et donc que la loi de la majorité ne suffisait pas à garantir la démocratie. Alors, si ce n'est que, je le répète, certes Hitler a fait un score très important, mais on aurait pu lui faire barrage à l'époque, et ensuite il a quand même pris le pouvoir par la force. Mais soit, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, effectivement, dans la démocratie libérale, il y a démocratie et il y a libéralisme, et je pense qu'il faut trouver effectivement un équilibre
entre les deux. Et que peut-être à un moment donné, l'équilibre a trop penché sur l'expression de la souveraineté populaire pure, mais en réalité, depuis les 4 dernières décennies, on voit bien qu'il y a un mouvement inverse qui consiste à quasiment éluder, vous l'avez dit, comment vous avez été enseigné la démocratie, on élude quasiment la souveraineté populaire, alors que c'est quand même ce qui devrait primer. D'où ce sentiment de dépossession, et notamment de dépossession démocratique, puisque les gens ont un vote, mais en fait on leur explique que ça sert à rien, parce que il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, même beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, au nom de la garantie des droits individuels, et que de toute manière, tel conseil constitutionnel, telle institution européenne, ou même tel juge, parce qu'il aura décidé qu'il faut faire une jurisprudence, bien cassera finalement la volonté du peuple souverain. Je pense que là, on est dans une dérive, et on est dans une démocratie finalement sans les peuples. Une démocratie sans les peuples, c'est quand même compliqué. Alors attention, je ne dis pas que c'est une dictature, parce que justement, les garanties, les droits individuels sont garantis. On n'envoie personne au goulag, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que la démocratie, c'est normalement, d'appliquer la volonté du peuple. Peut-être pas toute la volonté du peuple, peut-être pas de manière absolutiste, mais quand même en très grande partie la volonté du peuple. Et là, on est en train, depuis des décennies, on tombait dans des démocraties où la volonté des peuples, ou en tout cas de la majorité, n'était plus du tout appliquée et mise en œuvre. Alors, j'aimerais qu'on parle du phénomène Trump, qui est un moment assez important dans cette espèce de volonté, justement, de sortir d'une histoire corsetée uniquement par les règles du droit et du commerce, et d'essayer de refaire de la politique, quelle qu'elle soit. On parlera de Trump 2016 un peu après, mais j'aimerais déjà essayer d'analyser ce qui a gagné en 2024. La raison pour laquelle je formule ainsi, c'est que dans la campagne de Trump, chacun a pu voir un peu midi à sa porte, c'est-à-dire que certains voyaient J.D. Vance, son vice-président, comme, je dirais, le monde intellectuel catholique au pouvoir, et les post-libéraux américains qui se prenaient en photo avec lui comme étant la ligne qui a gagné. Ouais. Les libéraux technosolutionnistes voyaient Musk en disant écoutez, c'est Musk, c'est aller sur Mars qui a gagné dans l'urne. Les Amish ont également voté pour Trump en masse. Il y avait quoi aussi? Oui, Trump, c'est quoi? C'est à la fois des baisses d'impôts souvent, donc là-dessus la partie libérale est plutôt contente, et en même temps du protectionnisme. Voilà. On a parlé du flou idéologique du populisme. Quelles sont les convictions de Trump, et qu'est-ce qui a gagné électoralement? Et je trouve que cette question est difficile, c'est pour ça que je m'en débarrasse et que je vous la soumets. C'est une question très importante. Je crois que ce qui a gagné au-delà du personnage de Trump, c'est la coalition d'élites de nouvelles élites qui sont en train de naître. D'ailleurs, c'est la différence avec Trump première version, où on avait un personnage qui a dynamité le système, mais qui était seul, qui n'avait même pas le parti républicain. Qui ne s'attendait pas à gagner. Qui ne s'attendait pas à gagner, et qui n'avait même pas le parti républicain avec lui. Là, il est arrivé préparé, non seulement avec un parti républicain à sa main, mais aussi avec autour de lui différents types d'élites émergentes, et qui effectivement n'ont pas forcément la même vision du monde, et on ne sait pas lesquelles vont l'emporter à la fin. J'en vois effectivement, vous les avez citées, ces élites-là. Vous avez parlé des élites techno-solutionnistes, en tout cas les élites de la Silicon Valley. En réalité, l'émergence de ce nouveau capitalisme numérique incarné par Musk, mais pas seulement. On a eu le ralliement de toute la Silicon Valley à Donald Trump, jusqu'à Mark Zuckerberg, qui était jusque-là plutôt un progressiste. En 2016-2020, ça aurait été de la science-fiction complète d'imaginer que ça arriverait en 2024. Exactement. Donc on a ces nouveaux maîtres du monde qui sont quand même très différents du capitalisme qui avait dominé jusque-là, qui a profité finalement de l'élection de Donald Trump pour rebattre les cartes et finalement prendre le pouvoir peut-être sur
un patronat, enfin je ne sais pas comment le définir, enfin un monde économique au sens large, qui était jusqu'alors très différent. Là, on voit bien qu'il y a une lutte au sein du monde économique et que finalement, ce sont les patrons des GAFA qui sont en train de l'emporter, qui se sont peut-être servis aussi de Trump pour asseoir leur propre business. Mais je crois que là-dedans, au-delà des intérêts économiques, il y a quand même, notamment chez Musk, un attachement à la liberté d'expression. Alors, une version absolue pour le coup, qu'on peut même contester, mais il y avait ça. Je pense que dans l'idéologie de la Silicon Valley et de cette nouvelle élite économique, c'est une élite économique qui a une idéologie et pour laquelle la liberté d'expression est quelque chose de très important. Mais en tout cas, vous avez raison, une vision du monde, je dirais, techno-libertarienne, d'une certaine manière, qui n'est pas tout à fait celle du Trump de 2016. Je ne suis pas sûr que ce soit la sienne aujourd'hui. Et à côté de ça, effectivement, un populisme, je dirais, plus classique, plus ancien déjà, avec le retour de Steve Bannon, qui avait été à peu près qui avait été le grand théoricien du Trumpisme en 2016, avec J.D. Vance, qui est quand même là aussi, quand je parlais de nouvelle élite, c'est très intéressant le parcours de J.D. Vance, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est quelqu'un qui incarne pour le coup le visage de l'Amérique populaire, né effectivement dans un état de la Rust Belt, dans une famille extrêmement pauvre. Il a fait ce livre qui a été un best-seller, Hillbilly Elegy, c'est un peu ça voudrait dire l'éloge du plouc si on traduisait, et qui expliquait d'ailleurs la première victoire de Trump, qui expliquait pourquoi l'Amérique populaire qui souffrait de la désindustrialisation avait voté Trump. Et donc là, c'est une figure du rêve américain. C'est quelqu'un qui a eu une ascension sociale formidable et qui fait quand même partie de l'élite parce qu'il a fait les meilleures écoles d'Amérique, enfin les meilleures universités. C'est plutôt un système dominé par l'université là-bas. Donc là, on voit une élite nouvelle venant des classes populaires et contestant, il est très catholique, contestant les valeurs, il est très protectionniste pour le coup sur le plan économique, et donc qui conteste les valeurs justement de l'élite mondialiste qui avait dominé la classe politique jusque-là. Mais c'est pas forcément le conservatisme catholique de Vance ou de Bannon. Le protectionnisme économique ne va pas leur rejet de l'immigration dérégulée ne va pas forcément avec la vision du monde libertarienne de Musk, et on a déjà vu des premières tensions justement sur la question de l'immigration, puisque Musk a dit mais non, mais nous on a besoin de faire venir des ingénieurs, je veux les meilleurs joueurs dans mon équipe du monde entier, donc et Vance qui disait mais non, on peut former aussi des bons ingénieurs, il n'y a pas de raison de faire ça c'était intéressant, c'était peut-être un des points de clivage, et ensuite je vais essayer de trouver peut-être des il y en a d'autres, mais de toute manière il y en a entre un libertarien qui veut faire sauter toutes les frontières en matière de liberté d'expression, mais aussi d'une certaine manière toutes les frontières tout court, il va aller sur Mars, et un national populiste, protectionniste, il y a effectivement par ailleurs conservateur sur le plan des valeurs. Musk, alors certes fait beaucoup pour la famille, pour la démographie, etc., mais en même temps a eu je ne sais combien de femmes, et puis il est pour s'affranchir de toutes les limites. Donc il n'est pas du tout conservateur. Entre les deux, il y a effectivement un fossé. Ça va être intéressant de voir pour qui Trump arbitre entre les deux, qui va l'emporter là-dedans, et ça va être même, et je pense d'ailleurs que on est vraiment dans un nouveau monde populiste, parce que aux États-Unis en tout cas, et ça préfigure peut-être ce qui va se passer en Europe, le débat va pas avoir lieu avec les démocrates. Les démocrates sont hors jeu. Je pense que ça va avoir lieu à l'intérieur de la majorité trumpiste sur l'orientation qu'il faudra avoir. Après, Trump lui-même me semble avoir plutôt des instincts
protectionnistes, des instincts fermeté en matière d'immigration, me semble plus proche de la ligne de Vance. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il a choisi Vance comme vice-président. Oui. Alors Vance, c'est beaucoup moins tonitruant que Musk, on le voit beaucoup moins, mais il est quand même vice-président. Donc l'héritier potentiel, Oui. surtout il est américain, enfin il est né aux États-Unis, que Musk n'est pas né aux États-Unis et ne peut pas se présenter à la présidentielle. Donc on a une répartition du pouvoir politique, je dirais, dans les mains d'un nationalisme populiste conservateur, et peut-être le pouvoir économique entre les mains d'un populisme libertarien. On va voir, et il va devoir y avoir un compromis forcément entre les deux. Ce qui était intéressant dans la séquence sur l'immigration, c'est que la façon dont à la fois Musk et Vivek Ramaswamy, qui étaient un peu sur la même ligne, un entrepreneur qui a passé par Goldman Sachs, etc., très technosolutionniste aussi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais prenons-le. Et ce que à la fois Musk et Vivek ne comprenaient pas, dans les gens qui souhaitaient plutôt sur la ligne Vance ne pas avoir d'immigration, même qualifiée, disons, c'est que ils répondaient, pardon, mais c'est légal et ça pourrait augmenter le PIB. Et le sentiment qu'en dehors de ces deux contre-arguments possibles, il n'y avait pas d'autres arguments entendables. Notamment, c'est plutôt ce que répondaient les tenants de la ligne Vance, quid de la cohérence culturelle, quid de nos mœurs, quid de notre cohésion, etc. Et ces arguments-là, dans une optique purement, je dirais, de performance et de puissance même nationale, étaient inaudibles pour une ligne, disons, Musk-Vivek. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Et je voulais revenir un peu sur Vance également. Je me suis dit parfois que si on était un publicitaire de la politique à la Bannon américain, Vance serait une espèce de créature créée en laboratoire pour faire gagner une élection. C'est-à-dire que vraiment, il part de tout en bas, famille dysfonctionnelle, sa mère a été absolument abominable. Alors elle va mieux maintenant, mais elle a été droguée, elle l'a battue. Ensuite, rêve américain, vous l'avez dit, il rejoint les Marines, donc il a servi son pays à l'étranger, ça les Américains ils adorent. Il a fait l'Afghanistan, je crois, je sais plus. Ensuite, il lance sa propre entreprise qui marche. Ensuite, il devient vice-président, enfin il gagne une élection nationale. Il devient sénateur d'abord, l'Ohio. Et ensuite, il devient vice-président. Et ça, le fameux Zero to Hero, ils adorent. Et on a une espèce de créature qui, pour parler un peu aux Français, une sorte de synthèse à la fois de Bardella et de Bellamy sur l'aspect catholique conservateur et l'aspect populaire, France périphérique, etc. Franchement, cette combinaison-là, si leur mandat n'est pas catastrophique, elle paraît extraordinairement difficile à vaincre en 2028. Oui, je pense effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on ne parlait pas assez de J.D. Vance. Je pense que effectivement c'est l'héritier désigné. Et en plus, il a des défauts, il n'a pas les défauts de Donald Trump. Oui, c'est vrai. J'allais dire. Il ne tweet pas en majuscule. Voilà. Alors les défauts de Donald Trump ont été aussi ses qualités. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on était dans une période où il fallait un dynamiteur justement pour balayer le régime, en tout cas les élites qui avaient dominé la vie politique et économique de ces dernières années. Et sans ce dynamiteur-là, ce n'était pas possible. Mais je pense qu'il y a un moment ou un autre, l'Amérique aura aussi besoin d'apaisement, de réconciliation, d'une figure plus classique, mais ne lâchant rien sur le fond. Et c'est exactement ce qu'est J.D. Vance. Et d'ailleurs, il a été utile durant la campagne, après avoir été beaucoup critiqué. Son débat face à l'autre vice-président potentiel avait été un débat à un tournant dans la campagne, où il avait été très, très doué en termes d'argumentation, sans tomber dans les provocations de Donald Trump. Donc non, je crois qu'effectivement c'est l'avenir et qu'il a solidement en main le pouvoir politique. C'est ce que je disais. Maintenant, le pouvoir politique doit toujours trouver un compromis avec le pouvoir économique. Bien sûr. On a parlé de Trump 2024. C'est intéressant de souligner, vous l'avez déjà un peu fait, les divergences avec Trump 2016.
Il me semble qu'en 2016, ce qui a été élu, c'est purement une force de négation, en quelque sorte. C'est-à-dire purement il y a un immense doigt d'honneur des Américains à leurs médias. C'est-à-dire que savait-on vraiment de ce personnage? On savait qu'il avait été entrepreneur et qu'il avait réussi, partiellement en tout cas. On savait que les médias ne l'aimaient pas. Et ça a été globalement la seule vraie information. Derrière, la politique était assez floue. Et cette information-là, les médias ne l'aimaient pas, a été suffisante pour le faire élire. Et il me semble que ça a été trop peu analysé parce que qu'est-ce que ça dit du désamour médiatique pour qu'il suffise que vous disiez « je déteste cette personne » pour que les gens disent « je vais élire cette personne ». Oui, au-delà même des médias, je pense qu'il y avait le politiquement correct, le ras-le-bol d'une partie du peuple américain pour le politiquement correct, pour les redresseurs de tort, pour la moraline ambiante, a été décisif. Certains disent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que la décision de Barack Obama de faire des toilettes transgenres, enfin, faire, je ne sais plus si c'était un décret, enfin, obligeant voilà, un certain nombre d'écoles ou de commerces, je ne sais plus exactement le parallèle, le paramètre de ce décret. Enfin, l'idée, c'était de rendre obligatoire les toilettes transgenres dans les lieux publics ou dans une partie des lieux publics, que cet élément aurait été quasiment décisif. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais vous avez raison, le ras-le-bol du politiquement correct, le ras-le-bol justement d'un écosystème médiatique qui allait de pair. J'ai parlé de technostructure, mais on n'a pas parlé des médias, mais il y a l'élite médiatique, entre guillemets, épousait les valeurs, la vision du monde de l'élite économique et de l'élite politique. Donc il y a eu ce ras-le-bol, ce ras-le-bol-là, c'était une forme de dégagisme. La première élection de Trump, vous avez raison, même si je pense quand même qu'il y avait des fondamentaux. Il a gagné le premier coup en allant chercher des États qui étaient des États traditionnellement démocrates, justement ces fameux États de la Rust Belt, en parlant beaucoup de la désindustrialisation. On ne l'a pas entendu, nous, en France, puisque justement le récit médiatique a été un récit purement manichéen de la grosse brute Trump, de ce personnage extrêmement vulgaire qui tout d'un coup aurait séduit des Américains totalement abétis. C'était ça un peu le discours. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas vu je dirais le détail de la promesse trumpiste, mais je crois qu'il y avait quand même des fondamentaux. Il y avait la question de l'immigration déjà, et donc je pense qu'on ne peut pas non plus réduire la première élection de Trump à un simple rejet des médias ou du politiquement correct, même si incontestablement ça a pesé. Par contre, là où vous avez raison, c'est que c'était une forme de dégagisme. Trump était seul, ne s'attendait même pas lui-même à gagner, et en revanche, il a eu 5 ans là pour se préparer. Et il l'a fait vraiment. Il l'a fait, et Trump, qui est loin d'être un imbécile, et ceux qui l'entourent encore moins, ont fait ce constat. Mais ça a été dit dans un certain nombre de textes, de livres, que pour gouverner dans la durée, il ne suffisait pas justement d'avoir le pouvoir politique et de prendre la Maison-Blanche. Il allait falloir transformer toute la technostructure dont je vous parlais. Même un homme aussi volontariste, aussi difficile à maîtriser que Trump, il suffit pas qu'il fasse un décret pour que celui-ci soit appliqué. On voit qu'il y a, même encore aujourd'hui, un certain nombre de recours. Donc, ils ont bien compris tout ça, et là, ils se sont préparés à être le plus efficace possible, et surtout, il arrivait sans administration. On sait très bien que pour gouverner, il faut avoir une administration, surtout aux États-Unis, où il y a un système de spoil system, où on remplace une partie des hauts fonctionnaires quand on arrive. Il faut avoir une administration à sa main. Il faut avoir des relais dans le monde médiatique, dans le monde économique. Et là, pour le coup, ça a été pensé, et Trump n'est plus un homme seul. Il a commencé par mettre au pas, entre guillemets, enfin en tout cas gagner la bataille culturelle au sein du Parti républicain, ce qui n'était pas le cas lors de sa première élection, même tout au long de son mandat. Il y avait justement les républicains classiques,
sont pas anti-immigration, d'abord pour des raisons économiques, ils sont encore moins protectionnistes, ils étaient favorables à la Chine, donc il a redéfini la ligne politique des Républicains, qui était celle du néoconservatisme à la Bush. Il y avait aussi la dimension impérialiste, interventionniste, alors que Trump est plutôt un isolationniste. Et donc il a rallié le Parti républicain d'abord à sa vision du monde, et ensuite il a élargi en trouvant des alliés, parfois inattendus, comme dans la Silicon Valley. Et donc là, il y a une véritable, je dirais que la première élection, il avait gagné la bataille politique. La deuxième, il a gagné la bataille culturelle. Et ce deuxième mandat va être, à mon avis, une révolution culturelle. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Ce qui est flagrant, c'est sa première cérémonie d'investiture, qui est crépusculaire, où il y a très peu de monde, où on retient que les manifestations anti-Trump, où aucune star veut venir chanter pour lui. Là, on se bouscule pour lui baiser la main, si vous voulez. Et on a un parti démocrate totalement assommé. Donc là, on est dans un changement de régime. En fait, on est dans une crise de régime, mais on était dans une crise de régime, mais pas seulement aux États-Unis. Moi, je suis persuadé que ça concerne toutes les démocraties occidentales pour les raisons qu'on a données au début. La lassitude par rapport à 30 ans de mondialisation excessive qui ont été un échec. La lassitude justement par rapport à une élite politique de technocrates qui n'apportaient pas de réponse. Donc on est dans une crise de régime. Et donc je dirais que Trump a été une révolution en 2 temps. Mais d'ailleurs les révolutions se font souvent sur le temps long, avec des phases de restauration, des phases de retour, et c'est exactement ce à quoi on a assisté à un premier coup de boutoir d'un Donald Trump mal préparé, et là un retour de Donald Trump pour, je dirais, trouver un populisme qui gouverne dans la durée. Puisque depuis les années 2015, on a des victoires populistes un peu partout qui se succèdent, mais rarement dans la durée, exception faite de Viktor Orban en Hongrie. On a vu en Italie, il y a eu le phénomène Salvini, et là aussi, phase de recul, puis phase de restauration avec justement Meloni, qui est aussi dans la recherche, avec un style totalement différent de Trump, mais dans la recherche d'un populiste capable d'être réélu, de gouverner dans la durée. Donc vraiment, on est dans une deuxième révolution politique, ou dans une deuxième partie de la révolution, avec un populiste qui, moi, je pense, va s'installer durablement. Et ça, enfin, mon livre est sorti dans la foulée de 2015, en 2016 ou en 2017, mais ça a annoncé un nouveau monde populiste, et je pense que là, on y est. On est vraiment le régime. Quand j'ai écrit le livre, on était encore dans la crise de régime. Là, en tout cas aux États-Unis, mais ce qui annonce souvent la suite, le régime qu'on a connu, à mon avis, est en train de disparaître pour de bon. On a un nouveau régime qui est en train d'éclore, et dont on ne connaît pas, vous avez raison, totalement le visage. Voilà, est-ce que ce sera un populisme libertarien, un populisme conservateur? C'est encore en train de se dessiner sous nos yeux, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont dominé la vie économique, la vie politique, la vie médiatique pendant ces 30 dernières années ont perdu sans doute pour de bon. Et alors, on a parlé de gouverner dans la durée. Je pense que justement, l'exemple qui donne raison à ce que vous dites, c'est le mouvement 5 étoiles, qui a été une pure force un peu de négation et de dégagisme, et qui elle-même a été dégagée et disparue dans la durée, un peu à la... Alors, vous avez nuancé ça, mais un peu à la Trump 2016, qui n'a pas su s'installer dans la durée initialement, et qui a même très mal fini son premier mandat. C'est-à-dire qu'il faut quand même, c'est souvent ce que les politologues disent sur le populisme, que le populisme s'agrège à une idéologie plus épaisse qu'elle-même. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le nationalisme ou le conservatisme ou le libéralisme, certains ont dit que Macron est une espèce de populiste libéral ou un populiste du centre. Et c'est comme une espèce de parasite, le terme n'est pas péjoratif ici, qui a besoin de s'agréger à un autre, un peu plus épais, à un corps sur lequel les deux puissent ensuite s'installer dans la durée. On a parlé ici avec Charles Sapin, et il a cité ce politologue qui parlait de la romanisation des barbares. Et on ne peut pas rester barbare toute sa vie. Trump il essaie de rester barbare dans son ton, dans ses tweets. Par exemple, on n'est pas certain que le temps que cette vidéo sorte, qu'il n'y ait pas une sorte de troisième guerre mondiale à cause du Groenland qui soit déclenchée, où les Russes et les Américains cherchent à envahir Alors ça, je suis plus... je crois qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il y aura peut-être une troisième guerre mondiale sur Twitter, mais Trump
Trump, c'est ce que je disais, est plutôt finalement Enfin, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'interventionnisme militaire. On le voit mal. C'est vrai. Le Groenland, on voit mal déclencher une guerre, encore moins pour le Groenland. Mais tout paraît Il est possible. dans une logique du rapport de force, de l'affrontement. Il est beaucoup plus tonitruant dans ses paroles finalement que dans ses actes où il est relativement modéré. Mais vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez employé le terme barbare. Moi, je disais dynamiteur, ce qui est le plus positif pour Donald Trump, mais barbare, ça pourrait être le cas. Oui, il fallait les invasions barbares d'une certaine manière pour faire chuter l'Empire romain. Et ensuite, il faut que le système se stabilise. Et je pense, et c'est ce que je disais, il faut vraiment regarder du côté de J.D. Vance, parce que alors, il peut se passer beaucoup de choses en 4 ans, mais moi, je suis persuadé que ce sera le prochain président des États-Unis et qui sera peut-être encore plus important que Trump, en tout cas en termes de réalisation. C'est quelqu'un qui est capable de mettre un certain nombre de choses en place. Et alors que Trump, je pense que sa vocation était justement d'opérer le dégagisme. C'est-à-dire que oui, c'est ça. On pourrait dire que pour les Républicains, il fallait Trump pour gagner et Vance pour gouverner. Oui, d'une certaine manière. Alors, vous avez dit quelque chose qui me permet juste, en parenthèse, d'insister sur un point et de corriger une erreur que j'entends tout le temps. Le wokisme aux États-Unis démarre en 2012-2013. Trump est élu, on peut compter 2015 comme le début de son apparition médiatique, mais plusieurs années après. Parce que souvent on dit que Trump est la cause du wokisme, alors qu'en réalité, il est un symptôme de la réaction face au wokisme. Et ensuite, évidemment, il devient le méchant idéal, et donc les démocrates radicalisent le discours woke à ce moment-là face à l'ennemi idéal. Mais c'est pas lui qui a créé la chose. Non. Je remets la chronologie pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on entend souvent l'inverse. Alors, le sujet qui m'intéressait aussi, c'était... vous avez cité par exemple Jacques Juillard dans votre ouvrage qui parlait des Gilets jaunes en disant de mai 68 des classes populaires, le mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est assez intéressant comme comparaison parce que on a reçu récemment Jean-Pierre Le Goff pour analyser 68. Dans 68, il y a l'idée de ne pas avoir de hiérarchie, de ne pas avoir de chef, de rester dans une sorte d'horizontalité qui a vocation souvent à être fragmentaire. Donc, on a le MLF qui se scinde dans une sous-branche. Les gens disent qu'est-ce que les trotskistes font de mieux? Une scission. Voilà, c'est la même idée. Et il me semble que les Gilets jaunes ont cette dimension-là dans la mesure où dès qu'une figure commençait un peu à incarner le corps politique des Gilets jaunes, dès que quelqu'un commençait à faire plus de 10 plateaux télé au nom des Gilets jaunes, il devenait déjà louche, en quelque sorte. On avait utilisé la formule d'un corps qui ne veut pas de tête. Est-ce que ça n'a pas joué en défaveur des Gilets jaunes dans, je dirais, la concrétisation politique à la longue durée d'un mouvement populaire massif? Oui, évidemment que ça a joué, mais voilà, moi la comparaison avec mai 68, Jacques Juillard voulait sans doute dire qu'on changeait d'époque un peu comme en mai 68, mais je crois que l'horizontalité des Gilets jaunes n'a rien à voir avec l'horizontalité de mai 68, c'est-à-dire qu'en mai 68, pour le coup, elle est dictée par des idéologies, enfin une idéologie gauchiste, mais il y en a plusieurs, vous l'avez dit, finalement des idéologies quand même très, très, très construites. Il y a l'idée qu'il faut être justement horizontal. Enfin, je ne suis pas sûr que c'était la première idée qui guidait les Gilets jaunes. Je pense que c'est leur absence de... Les Gilets jaunes ont été un mouvement purement horizontal parce qu'ils n'ont pas réussi, tout simplement, trop faibles pour se structurer, émanant justement de manière trop chimiquement pure, je dirais, du peuple. Ils n'avaient pas d'élite pour être compagnons de route. C'est vrai, mais en réalité. Est-ce qu'ils voulaient une élite? Parce que si on regarde, c'est un mouvement protéiforme, gazeux, très difficile à synthétiser. C'était un mouvement de contestation des élites dont le tort, justement, était de penser qu'on pourrait se passer des élites. Moi, mon livre s'appelle Recomposition, le nouveau monde populiste, et je conclus là-dessus. Je ne dis pas du tout qu'il faut un monde sans élite, enfin un monde politique sans élite. C'est absurde. Par contre, il faut des élites qui comprennent justement le peuple, qui comprennent ses aspirations, qui apportent un certain nombre de réponses. Donc il faut une nouvelle élite ou alors trouver un compromis avec l'élite actuelle. Je crois qu'on n'en prend pas le chemin et que le Trumpisme a montré qu'on allait plutôt vers un dégagiste par la faute des élites qui aussi n'ont pas voulu faire évoluer
leur vision du monde, leur schéma de pensée. Donc c'était sans doute un tort des Gilets jaunes par détestation de l'élite qui les dirigeait, de penser qu'on pouvait Oui. bâtir quelque chose sans avoir D'où des représentants. D'où le RIC, référendum d'initiative citoyenne, à la Suisse, qui permettrait en théorie de gouverner sans élite. Oui, en théorie. Qui est le seul vraiment, je dirais la seule, dans un mouvement encore une fois très fragmentaire, seule vraie cause commune. En théorie, mais là aussi c'était une erreur des Gilets jaunes. Moi je suis très favorable à ce qu'il y ait plus de référendums. Pourquoi pas évoluer vers un système suisse, mais un système suisse, il y a quand même une élite, enfin, il y a quand même des représentants et ça se fait justement, on est dans une société plutôt apaisée avec des élites qui sont proches des peuples et qui acceptent le principe du référendum. Donc ça a été sans doute une erreur de ce mouvement, mais moi, encore une fois, je vois ce mouvement comme un symptôme de quelque chose à naître et qui, de ce point de vue-là, n'a pas été inutile, si vous voulez. Et puis je crois que malgré tout, le Rassemblement national a, c'est ce que j'allais dire, ouais. oui, est le parti des Gilets jaunes, d'une certaine manière, même s'il y a une partie des Gilets jaunes qui ont été récupérés par l'extrême gauche. Je pense que le mouvement dans ses profondeurs, notamment dans sa première version aussi, il y a une première version qui était provinciale, qui était sur les ronds-points où il n'y avait pas du tout de violence. Qui est un peu différente de la seconde version des Gilets jaunes, où le mouvement a été récupéré par les gauchistes et où la masse et qui est devenue beaucoup moins massive. Donc je crois que le mouvement des Gilets jaunes, dans sa première forme, trouve quand même une forme de traduction politique dans le vote pour le Rassemblement national. On voit bien que Marine Le Pen essaie de s'adresser à cet électorat-là. Toute la difficulté justement pour le Rassemblement national et encore une fois de dépasser cet électorat-là, parce que même s'il est majoritaire, il ne fait pas à lui seul 51%. Donc tout le travail du Rassemblement national, et peut-être que Marine Le Pen a mis du temps à le comprendre, mais en tout cas elle semble l'avoir un peu mieux compris, notamment à travers son binôme avec Jordan Bardella, et d'agréger d'autres catégories, les classes moyennes, des classes plus aisées, une droite conservatrice qui peut être partagé un certain nombre de combats identitaires avec le Rassemblement national. Donc tout le travail du Rassemblement national ces dernières années est d'agréger de nouvelles catégories sociales, justement peut-être de créer une élite politique au-delà de Marine Le Pen pour pouvoir accéder au pouvoir. Je pensais à un moment assez significatif dans un débat entre Zemmour et Onfray il y a quelques années. C'était avant que Zemmour soit homme politique, il était purement journaliste à ce moment-là, et il parle des grandes surfaces, en disant voici ce que les grandes surfaces ont fait à la communauté, plutôt péjorativement, etc. Et Zemmour a un moment dit oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi un peu, il est arrivé sur la pointe des pieds, un peu aussi la faute des gens qui, dans les grandes surfaces, sont systématiquement allés chercher les prix les plus bas et qui donc ont détruit la qualité et ont favorisé l'exportation. Et à ce moment-là, Onfray l'a repris et en quelque sorte lui a fait comprendre qu'on ne pouvait jamais accuser le peuple de quoi que ce soit. Il y avait une espèce de pureté du peuple qui n'était jamais coupable de quoi que ce soit, qui n'était que victime en quelque sorte. Oui, et cela dit, moi je pense, on a peut-être un point de désaccord tous les deux là-dessus, je pense que on touche peut-être là l'un des points faibles de la campagne de Zemmour, qui n'a pas assez parlé aux classes populaires et qui n'a pas été tout à fait... moi, le Zemmour, parce que je pense pas qu'il les connaissait pas. Justement, il en vient. C'est quand même quelqu'un qui vient d'un milieu pas très populaire, mais relativement populaire. Et surtout, Zemmour, on le résume à la question de l'immigration et de l'identité. Mais c'est intéressant que vous parliez des grandes surfaces. Je vous invite à lire le chapitre du suicide français sur les grandes surfaces. Zemmour est extrêmement critique et extrêmement critique des choix stratégiques qui ont été faits quand même par les élites d'implanter des grandes surfaces. Il y a quand même un choix qui a été fait de manière générale de faire une économie fondée sur la consommation.
Oui. Peut-être que les gens y ont adhéré à un moment donné, mais il y a un choix justement des élites de dire on va importer des produits d'ailleurs parce que les prix vont baisser et on va y gagner en termes de pouvoir d'achat. Sauf qu'à un moment donné, un pays qui ne produit rien a beaucoup de gens au chômage et le pouvoir d'achat n'est Bien pas sûr. forcément au rendez-vous quand bien même les produits sont à bas coût. Tout ça d'ailleurs, Zemmour l'avait analysé, je dirais, mieux que personne dans un certain nombre de livres, dont le suicide français. Donc je ne suis pas sûr que culpabiliser les Français les plus pauvres, qui aujourd'hui peut-être n'ont plus d'autre choix que d'aller dans les grandes surfaces, était la meilleure stratégie électorale Bien sûr. du monde. Alors après, ça ne veut pas dire que le peuple Encore une fois, a toujours raison. oui, oui. Bah, Mais c'est le point que je trouve intéressant. Là, je précise que c'était pas Zemmour en politique, c'était Zemmour en journaliste. Et c'était déjà trop. Je trouvais ça intéressant. Oui, mais il était C'était trop dans le lancement sensible. de sa campagne. Peut-être. Mais le Au Palais des Congrès, je crois. le point plus général qui me paraît important, c'est lié à cette question du paternalisme. Est-ce que le peuple a toujours raison? En démocratie, sur le papier, oui. D'un point de vue moral absolu, ça me paraît plus compliqué. Et à mon sens, il y a une contradiction dans le discours populiste à certains égards, qui est d'un côté de faire un diagnostic qui est l'effondrement du niveau des élites, sur lequel, pour le coup, on ne prend pas de risque, tout le monde est d'accord. Quand on voit Michel Barnier, qui était, il y a 30 ans, je veux dire, un homme politique assez quelconque, et qui est une espèce de stature de Premier ministre, qui paraît très légitime aujourd'hui, alors il ne l'est plus, mais ça mesure le décalage. C'est-à-dire que je suis assez d'accord. Ouais, c'est très saisissant. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus, et globalement, personne ne prend de risque en affirmant ça dans l'espace public. Le niveau des élites s'est effondré, on a parlé ici avec Marcel Gauchet, le phénomène Macron et son en même temps et ses contradictions était en soi une illustration de la dépolitisation des CSP+, qui votent en réfléchissant un peu moins, de façon un peu moins éduquée que ça a été le cas il y a 50 ans. Néanmoins, si l'on accepte qu'il y a un effondrement du niveau des élites, par quel miracle est-ce que le peuple aurait échappé à cette tendance lourde également? C'est-à-dire que l'effondrement de l'école publique, ils ne peuvent même pas souvent être sauvés par l'école privée qui s'effondre, mais quand même moins vite. L'avènement de la télévision et derrière des réseaux sociaux, donc qui ont détruit la capacité de concentration de tout le monde, sans exception. Par quel miracle est-ce que ces vagues successives qui ont provoqué un effondrement du niveau culturel et intellectuel en France auraient magiquement épargné le peuple? Moi, c'est ça la question que je Non, me pose. il y a eu un effondrement culturel global, vous avez raison, mais ce qui est reproché aux élites n'est pas tant leur effondrement culturel, même si ça compte, qu'une vision du monde détachée finalement des aspirations de la majorité. D'avoir fait sécession. D'avoir fait sécession. Ce que Christopher Lasch écrit très bien dans son livre sur la sécession des élites. Donc je crois que c'est plutôt ça qui est reproché aux élites que leur effondrement culturel. Même si vous avez raison, l'effondrement culturel des élites est problématique et l'effondrement culturel global aussi. On pourrait même leur reprocher aux élites finalement d'avoir été plus préservés culturellement parce qu'ils ont pu mettre leurs enfants dans leurs meilleures écoles et de faire preuve d'une forme d'égoïsme. Ensuite, je pense que le peuple n'est pas bon par nature, si vous voulez, mais qu'il reste un certain nombre de solidarités chez les classes populaires qui n'existent plus dans les classes supérieures, mais pas parce qu'ils sont moralement bons, mais parce que quand on est, si vous voulez, plus fragile, eh bien, on se raccroche beaucoup plus naturellement à un certain nombre de solidarités, notamment familiales. On a un mode de vie qui est sans doute plus sain, tout simplement parce qu'on doit assurer une forme de survie, si vous voulez. Donc non, les classes populaires ne sont pas bonnes par nature, elles peuvent se tromper, mais en tout cas, en démocratie, au-delà même des classes populaires, quand une majorité de personnes ou une part significative de la population exprime un certain nombre d'attentes, la moindre des choses, c'est d'essayer d'y répondre ou d'essayer de les comprendre. Et on a bien vu que non seulement une partie des élites politiques, médiatiques, mais aussi économiques, ne voulaient pas répondre à ces attentes, mais ne cherchaient pas du tout à comprendre et criminalisaient le peuple. On sort quand même le peuple n'a pas toujours raison, mais je pense que ce qui peut agacer un Michel Onfray, c'est que ça fait des décennies
qu'on criminalise le peuple, qu'on explique qu'il est raciste parce qu'il veut moins d'immigration, qu'il est beau, justement qu'il n'est pas assez, qu'il comprend rien. Je pense que c'est aussi, c'est pour ça les élites ont souvent dit non mais c'est en fait le peuple vote mal parce qu'il n'est pas, il est pas assez cultivé. Je pense que c'est plus compliqué que ça, d'autant que vous avez raison, l'effondrement culturel ne touche pas seulement le peuple. Bien sûr. C'est-à-dire que il me semble qu'il y aurait une troisième voie qui me paraît intéressante entre, d'un côté, paternalisme délirant, qui d'ailleurs est venu de gens qui, par ailleurs, normalement dans le paradigme libéral tel quel, sont censés être pour une neutralité de l'État pure et parfaite. Alors que c'est ces mêmes gens qui ont réinventé le fameux nudge, la théorie du nudge, qui est une façon de faire revenir le paternalisme par la fenêtre en disant non, je ne vais pas vraiment dire aux gens quoi penser, mais je vais délicatement les pousser dans la bonne direction, etc. Donc évidemment qu'il y a un paternalisme élitaire qui a été absolument délirant ces dernières décennies. Mais des référendums qui ont été déchirés. Après, pour aller dans votre sens, moi j'ai dit plutôt du bien de Trump dans cet entretien. Effectivement, la vulgarité de Trump, un certain nombre de facilités, sont des choses qui peuvent pas me choquer, parce que rien ne me choque, mais je préférais le général de Gaulle à Donald Trump. Là, on avait une forme d'élitisme populaire absolu, si vous voulez, et il élevait, il essayait d'élever le niveau général, j'allais dire, et c'est vrai qu'il y a parfois, c'est parfois ce qui manque, on a parfois l'impression que certains populistes surfent, je dirais, sur les problèmes, surfent parfois sur la bêtise ambiante, et n'essayent pas de hausser pour aller de donner de la hauteur, voilà, au peuple, justement. Et donc là, je vais dans votre sens. Mais je vais également aller dans votre sens, qui est que je me souviens d'ailleurs, l'apparition médiatique du terme fake news date de 2016. C'est-à-dire Brexit puis Trump. Et ça m'avait fasciné parce que les démocrates, et ils le payent très cher aujourd'hui, plutôt que de se remettre en question, ont cherché ce qu'on pourrait appeler une explication météorite. C'est-à-dire, tout se passait très bien dans notre petit monde, puis d'un seul coup, quelque chose de radicalement extérieur, extraterrestre et imprévisible est venu bouleverser la démocratie et mettre tout en danger. Et donc le mot fake news, vraiment explose à ce moment-là. Si vous regardez, ça se quantifie sur Google, vous pouvez le voir exploser. Et ça m'a paru vraiment saisissant de déresponsabilisation de la part des démocrates. De refuser de voir les causes profondes sous leurs yeux, de rester à la fois sur ça et sur le truc qui a été complètement démenti depuis de l'ingérence russe, vous en parlez. Et deux explications météorites qui permettaient de ne pas se remettre en question et qui, à mon sens, explique et anticipe la défaite de 2024 qui a été beaucoup plus spectaculaire que celle de 2016. Oui, c'est d'ailleurs assez amusant ce que vous les explications météorites. Moi, je parle parfois de complotisme des élites parce qu'on est là-dedans. Vous avez rappelé la croyance dans l'ingérence russe, la croyance aussi que un écosystème médiatique de droite lobotomiserait, alors que c'est en fait l'inverse. Mais c'est valable aux États-Unis, mais c'est valable aussi en France. La demande qui fait l'offre. C'est la demande qui fait l'offre et non pas l'offre qui fait la demande. Il y a un peu des deux, mais un peu des deux, mais ils ont inversé encore une fois la proposition. C'est d'ailleurs, je vais parler d'un autre livre que j'ai écrit avant Recomposition, qui était Les nouveaux enfants du siècle, qui justement parlait notamment de l'ascension de la génération un peu Bardella. C'était l'époque d'ailleurs où Bardella était quasiment un inconnu, mais je voyais naître cette génération conservatrice, nationaliste, populiste. Et j'ai un livre que j'ai fait reparaître récemment au moment des élections européennes. Et il y a eu un livre de gauche qui abordait à peu près le même sujet. Et moi, ma thèse était que cet avènement, enfin cette nouvelle génération était le fruit de l'histoire. C'était une génération, quand j'ai été les interroger, ils me parlaient tous du 11 septembre, ils me parlaient tous des émeutes de banlieue. Dans le parcours de Bardella, c'est manifeste. Donc en fait, c'est les événements que nous avons vécus qui ont fait que cette jeunesse, qui souvent venait de la gauche, a basculé, si vous voulez. En tout cas, c'était la thèse de mon livre. Et quand il est reparu,
un livre de deux journalistes plutôt situés à gauche traitait exactement du même sujet, et pour eux cette génération était apparue parce qu'il y avait tel ou tel média, parce que Éric Zemmour, parce que c'est prêté un pouvoir incroyable aux médias. On a parlé tout à l'heure des médias, ils ont du pouvoir, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait des grands marionnettistes comme ça qui manipulent le peuple. Et je crois même que ceux qu'on a appelés soit les leaders populistes politiques, soit dans un certain nombre de figures médiatiques, justement plus conservatrices, plus populistes, sont apparus n'ont pas créé la demande, ils sont apparus parce qu'il y avait une demande, quoi. C'est une offre effectivement qui est apparue parce qu'il y avait un besoin dans la population, et donc ils ont surfé, si vous voulez, j'aime pas le terme, ils l'ont fait pour certains très, très sincèrement, mais ils ont surfé sur la vague, mais la vague préexistait, c'est pas eux qui ont créé la vague, et là on est dans une logique totalement complotiste, qui est amusant pour des gens qui n'ont que les fake news et les théories du complot à la bouche. Je vois, si on écoute Ariane Chemin, on a l'impression que Patrick Buisson a créé la droite conservatrice ou la droite nationaliste en France. C'est totalement absurde. Il a simplement identifié qu'il y avait une demande dans ce sens. C'est une comparaison, parenthèse amusante, qui est que Trump 2016, avec Bannon, oui, c'est pareil, fait une campagne bonne, mais quand même moins difficile, parce que en 2024, ses adversaires étaient prévenus. Bon, donc il n'avait pas l'effet de surprise avec lui. 2024, il fait une meilleure campagne sans Bannon. Et Sarkozy, vous avez raison. À l'inverse, Sarkozy fait des moins bonnes campagnes sans Buisson. Il se trouve que j'ai trouvé, oui, peut-être Buisson-Bannon, mais c'est amusant parce que moi j'ai rencontré les deux, Steve Bannon et Patrick Buisson. Et les deux sont des personnes extrêmement intelligentes, mais aussi extrêmement menteuses. Enfin, menteux, le pauvre Patrick Buisson n'est pas sur les morts. Donc je n'ai pas du mal de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais c'est quelqu'un qui aimait aussi jouer les éminences grises et qui se donnait parfois plus de pouvoir qu'il en avait. Bannon y compris. Bannon a eu un rôle important durant la campagne, mais ensuite il a été quand même déçu par Donald Trump. Et Donald Trump, je pense, a son propre agenda. Et quelqu'un qui pense aussi par lui-même ses propres instincts. Et il faut arrêter de penser que Bannon a pris le contrôle du cerveau de Donald Trump, mais en plus le cerveau de millions et de millions, le contrôle du cerveau de millions d'Américains. C'est complètement absurde. Et en plus, ce sont des personnages qui ont quand même énormément de qualité, mais qui sont généralement assez vantards et qui aiment justement ce rôle de grand marionnettiste qu'on leur c'est ça, j'allais dire, le point commun entre les médias progressistes et Buisson-Bannon, c'est de croire que tout est à cause ou grâce à Buisson-Bannon. Exactement. Et alors, pour ne pas rester dans la vulgarité trumpienne, il faut lire, et c'est important de lire, etc. Est-ce que il y a un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt ? Ou un ouvrage que vous recommandez à ceux qui nous écoutent? Ouais, je suis journaliste, donc je l'ai lu, je pense, assez tôt, mais c'était... Vous n'êtes pas encore très vieux. C'est Illusion perdue de Balzac et toute la comédie humaine, d'une certaine manière. On se rend compte que voilà, les choses ne sont pas si différentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque de Balzac. Les acteurs ont changé, les techniques ont changé, mais le journalisme continue de ressembler au journaliste qui est décrit dans C'est un journaliste qui le dit. Oui. C'est un journaliste qui vous le dit. Ce qui était frappant, et la scène était très bien amenée dans l'adaptation cinématographique, c'est le moment... Très beau film de Xavier Giannoli. Magnifique film. Le moment où il trouve des adjectifs qui peuvent être soit si vous voulez faire un compliment positif, soit si vous voulez faire une critique négative. Donc c'était, si c'est cohérent, on dirait que c'est prévisible. Je trouvais ça très habile. Si c'est original, on dirait que c'est contradictoire. Enfin, il y avait plein de choses comme ça où il trouvait le versant.
où vous tordez la vérité dans la direction avec les mots. Nietzsche disait encore un siècle de journalisme et tous les mots pueront. Nous y sommes. Voilà. On vous remercie. Je ne sais pas si c'est la conclusion de l'émission. Non. Je vais me faire des amis, moi. Non, pas du tout. Et vous avez la chance de vous faire des vrais amis en faisant un éloge de la lecture. Qu'est-ce que ça vous a apporté et pourquoi est-ce que c'est, je dirais, particulièrement important au sein du métier que vous faites de lire et de faire lire aux gens en général? Oui, illusion perdue. Effectivement, c'est une critique du journalisme, mais au-delà du journalisme, il y a la permanence de l'âme humaine, en fait. Enfin, c'est la comédie humaine, il n'y a pas qu'illusion perdue. Et en fait, ce qui perdure malgré les transformations de la société, c'est l'âme humaine. C'est pour ça qu'il faut lire Balzac. Il faut lire, effectivement, de manière générale, parce que moi, je pense que je fais ce métier de journaliste, pas tellement pour l'actualité, pour justement comprendre l'homme, comprendre les grands mouvements de l'histoire. Et ça, sans la littérature, sans l'histoire, on est incomplet. Il manque du recul. On manque de recul. Donc oui, il faut effectivement lire pour avoir ce recul, pour comprendre son époque, et puis parce que c'est quelque chose, la lecture, mais aussi la culture de manière générale, qui nous remplit, qui nous rend meilleurs, plus denses, je dirais. Donc c'est quelque chose, et qui apporte du plaisir surtout. Si je devais conseiller de lire, c'est lisez pour le plaisir, parce que ça vous transporte ailleurs, et ça, je pense que tout le monde c'est valable, c'est valable pour tous les lecteurs. Oui, et notamment ce que vous avez dit sur le recul, ça permet de distinguer les phénomènes des épiphénomènes. Tout à fait. Et pour Balzac, puisqu'on parlait de Balzac, c'est à la fois quelqu'un qui a disséqué l'âme humaine, mais qui était aussi un remarquable sociologue. En réalité, il a disséqué la société de son époque comme personne, les différentes classes sociales, les différents pans de la société. Une période aussi qui était une période de grands changements, comme la nôtre, de transition. Donc c'est aussi ça, sa force, c'est d'avoir peint l'homme, mais aussi l'époque qui était la sienne. C'était Jérôme Fourquet qui avait dit récemment qu'une page de Houellebecq valait tous les traités de sociologie. Exactement. Et Houellebecq, de la même manière, est aussi un grand sociologue, en plus d'être un grand écrivain. Bon, vous allez pouvoir vous faire des amis avec ce dernier compliment. Alexandre Devecchio, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Recomposition, le nouveau monde populiste, paru aux éditions du CERF. Merci pour votre disponibilité et à une prochaine fois sur Transmission, avec grand plaisir. Merci à vous, Pierre-Valentin, et avec grand plaisir une prochaine fois. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a forcément un proche qui ne connaît pas Transmission et dont la vie s'en retrouve fortement amoindrie. N'hésitez pas à lui envoyer, à faire découvrir, ça aide la chaîne à croître. Merci à tous et très bonne soirée.